Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Je suis beau, je suis grand, je suis fort. Si vous faites comme moi, vous aussi, vous pourrez être beau, être grand et être fort. Votre leadership sera inarrêtable et vous serez inarrêtable. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous allons parler de leadership, de genre et de narcissisme. C'est un podcast McKinsey d'il y a quelques temps qui parle des recherches d'un groupe qui a étudié l'impact et des qualités de leadership, mais aussi du genre sur le leadership lui-même. Et je voulais vous parler de ces conclusions, ou on va dire de ces pistes, tout du moins, parce que je pense qu'elles peuvent être importantes pour vous, en tant que leader, en tant que responsable RH, en tant que patron ou que patronne. Alors, on commence par où ? On commence par le début. En fait, l'article en anglais s'appelle, je crois, Why so many bad bosses rise to the top, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'autant de mauvais patrons ou patronnes, patrons en plus parce qu'ils mettent explicitement le masculin. Pourquoi est-ce qu'il y a d'aussi mauvais patrons à la tête de plein d'entreprises ? Et donc, il parle de narcissisme, d'excès de confiance, de faibles compétences émotionnelles, et donc les mauvais boss sont partout. Alors, pourquoi ? Eh bien, alors, ils ont fait des recherches basées sur les aptitudes, les compétences, les intérêts, les personnalités, mais ils ont aussi, comme on le fait tout le temps en psychologie, récolté des données sur l'âge, le sexe et le statut socio-économique. Il y a deux constatations essentielles. La première, c'est que le sexe est l'un des principaux facteurs prédictifs de l'accès à des postes de direction, par le biais d'une nomination, d'une sélection ou d'une élection. Et le sexe en question, c'est le sexe masculin. Deuxième constatation, l'effet du sexe sur la prédiction des performances, une fois que les personnes occupent les postes, les hommes réussissent mieux que les femmes. Donc, on ne sélectionne pas les leaders sur la base de leur talent, de leur mérite ou de leur potentiel. On sélectionne des leaders basés sur leur sexe. Et on est en 2024. Alors, il élabore un petit peu sur le chercheur élabore un petit peu sur ces questions-là, en disant qu'en fait, c'est égal. C'est pas une question d'homme ou de femme, ou c'est pas une question de genre, parce que finalement, peu importe que la personne s'identifie comme un homme ou comme une femme, ou comme n'importe quoi d'autre d'ailleurs, c'est égal. C'est juste les compétences de leadership qui doivent compter. Mais aujourd'hui, ça suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est que fondamentalement aujourd'hui, les hommes compétents devraient se réjouir de la transition du système actuel, qui est plutôt un système népotique, dans lequel on va prendre des gens comme soi, vers un système méritocratique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont les qualités requises, qu'on verra plus tard, mais qui ne sont pas pris comme leader ou promus, parce que ils démontrent pas les mêmes qualités de narcissisme, d'égoïsme que d'autres. Donc en fait, il ne s'agit pas d'hommes ou de femmes, mais il s'agit bien de bonne qualité de leadership versus de moins bonne qualité de leadership. Et d'ailleurs, c'est là qu'est le paradoxe. C'est-à-dire que si vous réussissez, vous, à jouer avec les règles du jeu actuel, égoïsme, narcissisme, promesse, ego enflé, manque de conscience de soi, manque de compétences émotionnelles, alors vous irez plus loin. Par contre, vous allez aggraver la situation. Mais si je joue pas avec ces règles du jeu-là, du coup, je suis jamais promu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, on y reviendra vers la fin du podcast. Donc, on est dans une situation où, en gros, si je veux être promu aujourd'hui, je dois, on va dire, jouer au mauvais homme. À l'homme narcissique, égoïste, non empathique, avec très peu d'intelligence émotionnelle, qui sait tout. Alors du coup, il faut qu'on parle un peu des différences entre hommes et femmes à ce niveau-là. Alors, il y a des différences au niveau du genre entre le quotient émotionnel des hommes et des femmes.
pas le quotient intellectuel, qui est similaire, en moyenne, il est sans aucune surprise le même. En revanche, les qualités émotionnelles entre hommes et femmes, il y a une différence. Alors, elle n'est pas monstrueuse, on mesure ça à peu près à 15%, en faveur des femmes. Donc les femmes ont tendance à avoir des quotients émotionnels ou des capacités émotionnelles supérieures aux hommes. Et d'ailleurs, du coup, comme aujourd'hui on fait la promotion de personnes qui ont des quotients émotionnels faibles, du coup elles sont moins nombreuses à occuper des postes de direction. Mais c'est pas parce que ce sont des femmes, c'est parce qu'elles ont des compétences émotionnelles élevées qui ne sont pas valorisées par nos mécanismes de sélection de leadership et de leader. Mais d'ailleurs, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'hommes tout à fait compétents, avec un quotient émotionnel très élevé, qui sont, entre guillemets, les gentils, mais qui parviennent pas à se faire promouvoir, puisque ce sont les autres, les égoïstes, les narcissiques, qui se font promouvoir. Donc en fait, si nous ne tenions pas compte du genre dans la sélection des leaders, et puis si on se concentrait uniquement sur les traits qui sont avérés, conduire à des styles, à des approches de leadership efficaces, on aurait non seulement plus de femmes dans les rôles de direction, mais on aurait une majorité de femmes dans des postes de direction. À peu près quelques pourcents de plus, c'est pas 55 ou 60%. Et donc, aujourd'hui, on se dit qu'il faut, pour établir de la diversité ou de l'inclusion, qu'on ait plus de femmes à des postes de direction, on se dit qu'il faut certainement faire des interventions sur les femmes. Il faut les mettre dans les programmes de leadership, il faut les faire partager entre elles. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut changer les systèmes. Aujourd'hui, on a des discriminations implicites, anti-méritocratiques. Être un homme ou une femme, c'est pas du mérite, t'es né d'une certaine manière, ou t'as choisi d'être d'une certaine manière. Mais ça n'a rien à voir avec le mérite, avec les compétences. Et donc, aujourd'hui, on a un système qui favorise trop les hommes, parce que faible quotient émotionnel, parce que trop sur d'eux, narcissiques, incompétents, pour des postes de leader. Alors on dit oui, mais il y a des exceptions. Alors le problème, c'est que même lorsque des femmes sont nommées à des postes de direction très élevés, c'est pas parce que franchement, elles apportent plus de quotient émotionnel, de conscience, de soi, de maîtrise de soi, d'intégrité, d'humilité, d'aptitude relationnelle, etc. C'est plutôt en fait parce que, certes, la personne est biologiquement une femme, mais en fait, elle surpasse les hommes en termes de masculinité. Il y a une espèce de phénomène Margaret Thatcher, et donc aujourd'hui, on a de nombreux pays dans le monde qui sont dirigés par des femmes, mais qui sont presque plus alpha, mâle alpha, que leurs concurrents masculins. Donc, le but, c'est pas d'avoir plus de femmes biologiques dans des postes de leadership, mais c'est d'avoir de meilleurs leaders. Point. Et naturellement, si on se focalise sur les compétences de leadership, alors il y aura plus de femmes, puisque aujourd'hui elles ont plus de compétences émotionnelles que les hommes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour aller un peu en avant ? Parce que bon, tout ça c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ? Je sais pas si vous êtes DRH par exemple, ou vous êtes chef de département, vous dites maintenant je vais essayer de faire de meilleures promotions, de nommer de meilleurs leaders. Alors, première chose, peut-être commencer par vous poser la question, est-ce que le style de leadership dont je fais la promotion aujourd'hui, est-ce que c'est celui qui apporte la plus grande valeur ajoutée ? Est-ce que ça fait du sens pour mon business de favoriser certaines compétences plutôt que d'autres ? Et en fait, je pense que jamais personne réfléchit en ces termes-là. Donc, il y a un écart entre la réussite professionnelle individuelle, d'une part, et puis la valeur ajoutée. C'est qu'on a peut-être une grande réussite professionnelle, mais une valeur ajoutée à l'organisation qui est franchement pas bonne, quoi. Donc, première chose à faire, commencer par se dire, tiens, le système de leadership dont je fais la promotion, est-ce que vraiment il a une valeur ajoutée ? Deuxième chose, comment est-ce que ce leadership, cette manière de faire du leadership, est-ce qu'elle est rentable ? Dans le sens, on doit être focalisé sur le business, sur l'organisation et comment elle fonctionne. Et du coup, et pas sur des espèces de critères qui sortent de ces bêtes questions-là. Parce que si on cherche la rentabilité, on va chercher l'efficience. Si on cherche l'efficience, on va chercher la collaboration, on va chercher la motivation, donc on va chercher les compétences émotionnelles, donc on va chercher les hommes et les femmes qui possèdent des compétences émotionnelles, de l'empathie, etc., etc.
Et puis, troisième chose, vraiment essayer de ne pas prendre le genre en compte dans la sélection de dirigeants. C'est une erreur, parce qu'on va choisir des femmes qui se comportent comme des hommes. Il faut changer les critères de sélection. La meilleure intervention en matière de diversité des genres est celle qui se concentre sur le talent plutôt que sur le genre. C'est pas moi qui le dis, c'est le chercheur en question. Mais je suis d'accord avec lui. Alors, il y a une question intéressante, c'est de se dire, bon, on est en train de changer aussi nos pratiques de recrutement, et l'intelligence artificielle vient chambouler un peu la donne, et est-ce que finalement l'IA va nous aider à réduire ces disparités et ces problèmes? Alors c'est intéressant, le chercheur dit que non, en fait. Alors, peut-être un petit point avant, l'intelligence artificielle réduit l'importance relative des compétences techniques. Pourquoi? Parce que, on l'a dit tout au début de cet épisode, il y a 40 ou 50 ans, un leader est quelqu'un qui savait, qui avait, ce que vous verrez plus tard, ce qu'on appellera beaucoup de capital intellectuel, des connaissances, d'expertise, d'expérience. Or aujourd'hui, une bonne partie des connaissances, voire une partie de l'expérience ou de l'expertise, peuvent être agréablement résumées par ChatGPT en 30 secondes. Si vous ne croyez pas, posez une question à laquelle vous n'avez pas réponse, que vous imaginez que votre chef connaît, ou que votre chef a la réponse, et vous verrez, c'est tout à fait impressionnant. Donc, du coup, si l'IA remplace une partie des compétences techniques ou des connaissances qu'on a, ça veut dire que les compétences interpersonnelles deviennent plus importantes. Bon. Du coup, ça devrait pouvoir aider à sélectionner des personnes qui ont justement ces compétences émotionnelles, cette empathie, etc., plus que d'autres. Le problème, c'est que l'IA, aujourd'hui, continue à sélectionner des hommes. En fait, il dit l'IA ne fait qu'exposer ses préjugés. Lorsque les entreprises essayent d'utiliser l'IA pour sélectionner les dirigeants et qu'elles découvrent que l'algorithme nomme des hommes dans 80% des cas et des femmes dans 20% des cas, c'est pas l'algorithme de l'IA qui est sexiste. C'est simplement le système qui fournit les données. C'est parce qu'on a nourri l'intelligence artificielle avec des données sexistes. C'est le système qui fournit les données d'entraînement permettant à l'IA d'apprendre et de reproduire ce qui a réussi dans le passé. Et ça, évidemment, c'est sexiste. Donc, il s'agit bien du coup de changer les règles du jeu et pas juste d'appliquer une IA en se disant de toute façon l'IA elle est plus intelligente que nous. Non, l'IA elle est aussi intelligente que nous. Alors quand il s'agit de connaissances, évidemment l'IA elle peut résumer, elle est très intéressante de ce point de vue-là. Par contre quand il s'agit de faire autre chose que ce que nous faisons nous déjà en termes de comportement, là c'est plus compliqué puisque nous lui avons donné que nos comportements sur lesquels elle peut se nourrir. Donc, la technologie va pas vraiment aider, même si elle devrait nous aider à sélectionner des gens qui ont plus de compétences émotionnelles. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on considère qu'on peut avoir 3 types de capital en tant que personne, un capital intellectuel, un capital social, un capital psychologique, eh bien, auparavant, aujourd'hui encore, ce sont des personnes avec un gros capital intellectuel qui sont sélectionnés. Connaissance, expertise, expérience. Point. Le capital social, il n'est pas nécessairement sélectionné. Donc, qu'est-ce que le capital social ? C'est la capacité à avoir ou à faire des relations. Qui je connais ? Avec qui je peux parler ? Alors oui, il y a des problèmes de disparité, il y a des problèmes d'injustice, parce qu'évidemment, si j'ai peu de relations, du coup, ça peut se reproduire de génération en génération, mais bref, c'est un problème sociologique duquel on ne va pas parler aujourd'hui, mais le capital social peut poser problème, mais n'empêche que c'est une réalité aujourd'hui. Et le troisième, quel capital psychologique ? C'est celui dont on parle depuis le début de l'épisode. Capacité d'apprentissage, curiosité, courage, résilience, maîtrise de soi, quotient émotionnel, empathie, intégrité, vous voyez, toutes ces compétences-là, eh bien, les femmes les ont aujourd'hui en moyenne plus que les hommes. Et donc, elles feront de meilleurs leaders. Alors, pourquoi est-ce que ce quotient émotionnel, pourquoi est-ce que ce capital psychologique est tant important ? Mais en fait, c'est assez logique. Je vous ai donné la liste des qualités. Capacité d'apprentissage, curiosité, innovation, amélioration continue. Courage, résilience, décision, persévérance, ensuite, maîtrise de soi,
QE, empathie, intégrité, eh bien, régulation émotionnelle, élucidation émotionnelle, expression émotionnelle. Mais toutes ces choses sont évidemment très très bonnes pour un ou une leader. Et donc, il est important dans une entreprise, dans une association, dans une institution, dans une organisation publique, de comprendre les gens avec qui on travaille. Or, cette compréhension des gens avec lesquels on travaille, c'est essentiellement du quotient émotionnel, des compétences émotionnelles. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas ? Parce que si on considère la manager ou la leader typique dotée d'un quotient émotionnel élevé, c'est quelqu'un d'assez ennuyeux, finalement d'assez fade, d'assez prévisible, parce qu'elle se maîtrise, parce qu'elle prend des décisions rationnelles, parce qu'elle veut pas être au centre de l'attention, elle fait son job, hein, elle est pas glamour, elle écoute les autres, hein, elle fait pas d'énormes crises, elle fait passer l'équipe en premier, alors que au contraire, un patron, grandiloquent, excitable, qui fait des conférences avec 20 000 personnes, qui veut toujours être au centre de l'attention, qui est complètement excitable, qui génère beaucoup de stress du coup. Alors, évidemment, c'est pas très cool de dire j'adore mon patron, qu'est-ce qu'il est ennuyeux, ou j'adore ma chef parce qu'elle est ennuyeuse. Mais en fait, c'est le meilleur scénario possible. Donc, ne regardez pas les gens qui sont intéressants, ou qui font les intéressants, ou qui se montrent. Au contraire, allez chercher les autres, ceux qui font leur job, tranquillement, calmement. Alors pourquoi est-ce qu'on aime les narcissiques ? Parce qu'une partie de ce qu'on vient de dire, grandiloquent, avec des espèces de gros égos, etc., c'est ce qu'on appelle des narcissiques. Alors pourquoi est-ce qu'on aime bien les narcissiques ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on choisit des leaders narcissiques plutôt que des leaders qui ont les compétences dont on sait qu'elles sont bonnes ? C'est parce qu'en fait les narcissiques nous donnent un miroir déformant de nous-mêmes. Ils nous promettent le monde, nous disent qu'on est formidable, qu'on devrait les suivre parce que ils connaissent les réponses à toutes les questions, et puis ils sont invincibles. C'est un peu le sens de mon introduction à cet épisode. Donc, ce sont des séducteurs. Et c'est une stratégie hyper populiste et très séduisante, ça marche. Et donc, on est séduit et donc on les suit. Voilà. Alors qu'il y a 300 000 ans, on pouvait dire, je regarde autour de moi, je dis elle est forte, elle est brave, elle est courageuse, elle chasse bien, c'est une bonne cueilleuse, hop, leader, pas de problème. Mais aujourd'hui, le monde devient plus complexe, il faudrait regarder plus de choses, puis on n'a pas les moyens intellectuels ou cognitifs de le faire, et donc on devient paresseux. Et donc le leadership devient plus difficile à appréhender. Alors on se base sur des choses comme, justement, l'excitabilité, le charisme, il est divertissant, qu'est-ce qu'il parle bien. Mais on s'en fout, c'est pas ça qui va faire qu'il va bien bosser. Et ce que dit le chercheur, en plus, c'est que du coup, le quotient émotionnel est en déclin. Et c'est démontré, il nomme une scientifique, une chercheuse qui fait de la psychologie sociale, qui montre que au fur et à mesure que le narcissisme augmente, le quotient émotionnel diminue. Et c'est un énorme problème. Alors en plus, il y a évidemment deux types de narcissisme. Il y a le narcissisme où la personne croit ce qu'elle dit. Alors là, c'est ce qu'on appelle le narcissisme de type psychotique. Et donc là, c'est une stratégie très efficace pour convaincre les autres de suivre, puisque on croit vraiment à ce qu'on dit. On croit vraiment qu'on est beau, grand, fort, intelligent. Alors, c'est à la limite, celui-là de narcissisme, à la limite, il est assez facilement identifiable. Beaucoup d'hommes politiques, d'ailleurs, ont ce type de narcissisme. Non, je ne pense pas à quelqu'un en particulier. Mais ensuite, il y a un type de narcissisme de type névrotique ou vulnérable qui est le plus répandu, en particulier dans les jeunes générations. C'est-à-dire que ils aimeraient aussi croire qu'ils sont géniaux, comme souvent leurs parents les ont pas arrêté de le répéter depuis qu'ils sont petits. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr, alors vous êtes constamment à la recherche de validation. Et d'où le rôle absolument catastrophique des réseaux sociaux. Je poste un truc, j'ai que 2 likes, et je vais mettre fin à mes jours parce que personne ne m'aime. Donc, cette idée de narcissisme, c'est une vraie maladie de notre société et donc de nos entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire différemment ? Comment sélectionner des leaders différemment ? Je suis désolé, cet épisode est un peu long, mais c'est un sujet que je trouve vraiment très intéressant. La première chose, c'est absolument ignorer tout ce qui relève du style et qui n'est pas de la substance. On s'en fout de savoir comment la personne parle. C'est complètement égal si elle présente bien ou pas. Est-ce qu'elle comprend les gens ? Est-ce qu'elle les écoute ? Est-ce qu'elle est capable de collaborer ? Est-ce qu'elle est capable de résoudre des problèmes ? C'est ça qui compte. Les diplômes, l'expertise et l'expérience,
devrait moins compter. Surtout si c'est quelque chose que les gens ont fait auparavant, mais qui ne sera pas pertinent pour l'avenir. Hein? On dit une phrase en anglais, « What got us here won't get us there ». Ce qui nous a amené ici ne nous amènera pas plus loin. Donc, les diplômes, franchement, parce que moi j'ai une thèse de doctorat, je peux faire un meilleur travail de collaboration et d'empathie que quelqu'un qui a un CFC. Ça fait aucun sens. Absolument aucun sens. Donc, moins mettre l'accent sur les compétences techniques et plus sur les compétences non techniques. Et du coup, moins mettre l'accent sur les traits de caractère, les dispositions individuelles. Donc, typiquement, arrêter de faire des tests de personnalité en entrée, ça sert à rien. On va sélectionner uniquement des gens qui ont justement certains traits de caractère et qui favorisent la carrière, l'égoïsme. Et on devrait plutôt se focaliser sur quelles sont les compétences qui rendent les autres meilleurs. Parce que fondamentalement, une leader, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui améliore le sort des autres, en les aidant à collaborer efficacement. Hein. On aura du coup, si on fait ça, des gens qui seront prédisposés à jouer un rôle de leader intéressant, qui seront très différents de la majorité des leaders qu'on a aujourd'hui, qu'ils soient hommes ou femmes, ce qui n'a absolument aucune importance. Nous avons besoin de bons et de bonnes leaders. Voilà. C'est la fin de cet épisode. À la semaine prochaine. Ciao.